Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectifs Espoir, votre magazine consacré aux objectifs du millénaire de l'ONU pour le développement. Cette semaine, nous nous intéressons aux objectifs 1 et 7, réduire l'extrême pauvreté et la faim, mais également assurer un environnement durable. Nous prenons pour cela la direction du Proche-Orient pour nous rendre cette semaine à Gaza. Dans l'enclave palestinienne, toujours sous blocus, l'assainissement des eaux usées figure parmi les urgences à gérer. Et tous les jours, plus de 20 000 mètres cubes d'eau usagée sont déversés dans la mer. 80% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Dans ce contexte difficile, la Banque mondiale, l'Agence française de développement, mais aussi l'Allemagne ont décidé d'agir. Elles ont lancé la construction de la plus grande station d'épuration de Gaza, une initiative, vous allez le voir, aux nombreux impacts positifs. Voyez tout de suite ce reportage signé Gallagher Fenwick. À Gaza, l'eau usée est plus qu'une source de pollution. Elle est une menace constante pour cette petite enclave. 1,6 million de personnes qui vivent dans 360 km², avec très peu d'échappatoires face au blocus imposé par Israël depuis 2007. L'ingénieur Saadi Ali connaît bien la problématique de l'assainissement de l'eau. Pendant des années, il a supervisé cette station d'épuration. Sous-dimensionnée, il y a bien longtemps qu'elle ne réussit plus à remplir sa mission. Cette installation est trop petite. Elle a été conçue pour traiter 5 000 mètres cubes par jour. Aujourd'hui, elle en reçoit 25 000. C'est 5 fois plus que sa capacité. 4 quartiers, soit 250 000 personnes, déversent quotidiennement leurs eaux usées dans ces bassins d'infiltration. Au fil du temps, ils sont devenus un danger très réel, notamment pour ceux qui vivent juste à côté de ces installations. En 2007, une digue a rompu, provoquant une inondation. Des tonnes d'eau sale et chargée de sable ont tout emporté sur leur passage. Le drame a coûté très cher à plusieurs des habitants de ce hameau, dont Barak Abou Safra. Lorsque l'eau est arrivée, je suis le premier à avoir été touché. Toute ma maison a été ensevelie, puis celle d'après et encore une ensuite. L'eau a tout détruit sur son passage. Elle a tué mon fils et ma mère. L'urgence est aussitôt déclarée. Dans un premier temps, la vieille station et ses bassins sont soulagés grâce à la construction d'énormes conduits. Ils pompent et évacuent le trop-plein d'eau usée vers un autre site à plusieurs kilomètres de là. L'ingénieur Saadi Ali nous y amène. Cette eau menaçait plus de 10 000 habitants. Il a donc fallu prendre l'eau de là-bas et vider le lac, ce qui nécessite de pomper tout le temps. La communauté internationale se mobilise, entre autres la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Objectif, construire le plus rapidement possible une station capable de traiter des millions de mètres cubes d'eau usée par an, afin de protéger les habitants du nord de Gaza, leur santé, mais également la nappe phréatique, qui se trouve à quelques dizaines de mètres sous terre, non loin de là. Les eaux usées aujourd'hui s'infiltrent dans la nappe, rejoignent cette nappe et vont donc polluer une ressource en eau qui est utilisée aujourd'hui pour la population. Donc il est urgent de traiter cette eau de manière à régler ce problème environnemental. Le projet est inédit à Gaza, rien que par sa taille et l'investissement qu'il représente, 80 millions de dollars. Bienvenue sur Engest, la station d'épuration d'urgence dans le nord de Gaza. Le projet est une véritable course contre la montre dans un contexte unique. Dans un premier temps, les eaux usées sont rejetées quotidiennement dans ces bassins qui jouxtent le site. C'est une manière naturelle de filtrer et décanter grossièrement les effluents qui pénètrent le sol. Ce processus insuffisant et polluant est la solution de secours en attendant que la station soit prête à fonctionner. Construire dans ce territoire
est un défi majeur, surtout lorsque le chantier est à quelques centaines de mètres à peine de la ligne de démarcation avec l'État hébreu, repérable par la présence de ces tourelles surmontées de mitraillettes. Il faut donc coordonner avec l'armée israélienne. C'est le rôle de cet ingénieur. Nous le retrouvons tôt le matin. Tous les jours, il doit se lever de bonne heure afin d'obtenir auprès d'un interlocuteur en Israël la permission de faire entrer les ouvriers sur le site. Je dois l'appeler avant 7 h du matin, car le permis d'entrée sur le site est valable de 7 h du matin à 18 h. Mais lorsqu'il arrive au bureau, les nouvelles ne sont pas bonnes. Quelles sont les nouvelles? Interdit d'entrée. Aucune possibilité? Absolument. Ils nous refusent l'entrée à cause de la situation. Maintenant, je dois appeler le chef de chantier et faire sortir tout le monde. Dehors, une nouvelle escalade de la violence est en cours entre Gaza et Israël. Tu as entendu? C'est le son d'une roquette. Le rire est amer, car sur place, des dizaines de travailleurs doivent quitter le chantier qui prend à nouveau du retard, tandis que les eaux usées, elles, continuent d'arriver. Quelques jours plus tard, le site peut rouvrir ses portes. Il faut rattraper le temps perdu. Près de 150 ouvriers sont à pied d'œuvre. Un travail inespéré pour certains d'entre eux. Il n'y a rien d'autre à Gaza. C'est le dernier travail que j'aurai. Après ça, je n'ai plus qu'à rentrer chez moi. Il n'y a pas d'autre travail. Il n'y a rien d'autre comme ça à Gaza. C'est le plus grand chantier. Il n'y a pas d'argent ailleurs. Le responsable technique du chantier affirme que le principal défi auquel il fait face n'est pas tant de faire rentrer les matériaux dans Gaza. Il y a 2 ans, il a pu acheter en Israël les 35 000 tonnes d'agrégats nécessaires à la construction de toutes les structures en béton. En revanche, il est parfois difficile d'attirer les experts internationaux dont le savoir-faire est souvent nécessaire pour faire avancer un tel projet. Toutes ces conditions rendent ce projet très difficile à terminer. Et elles rendent la vie ici très compliquée, surtout pour les étrangers. Imaginez un ingénieur qui vient travailler ici, à Gaza. Il veut juste faire son travail, il veut que les choses soient simples. Il n'a pas envie de risquer sa vie. Thibault Leloc est l'un des chefs de projet étrangers. Il a accepté de travailler sur Ingest, dont il supervise la construction depuis 2 ans. Il nous fait visiter le cœur de la future station d'épuration. Alors là, nous sommes au cœur des bassins d'aération, donc qui sont vraiment les organes cruciaux d'une station d'épuration à bout activé, puisqu'ils vont permettre de mettre en contact les eaux usées avec un mélange riche en bactéries. Ces bactéries ayant pour but de dégrader les matières polluantes. Donc on parle de matières en suspension et de matières dissoutes. C'est dans ces énormes bassins que le nord de Gaza déversera bientôt ses eaux sales. Des hélices de brassage vont activer le tout, tandis que ces rampes d'injection d'air vont favoriser la dégradation des matières solides. Au final, après plusieurs autres phases, une eau propre à la consommation, mais également à l'agriculture, sera produite. Maintenant, compte tenu de la population qui est desservie, donc 250 000 habitants, c'est une technologie qui est très bien connue, qui est utilisée partout dans le monde et qui est bien maîtrisée. Et elle donne en plus un niveau de traitement des effluents qui est de bonne qualité. Les internationaux engagés sur ce projet le disent, Ingest est avant tout l'occasion pour les Palestiniens de Gaza de prouver leur capacité à porter à bien un projet d'envergure et non contesté par Israël. Prochaine étape, trouver le personnel local capable de piloter la plus grande station d'épuration jamais construite sur ce territoire. Nous attaquons la fin du chantier, puis il y aura la phase de test du fonctionnement de la station.
Pour cette phase, nous aurons besoin de techniciens hautement qualifiés et expérimentés. Ils auront besoin d'être prêts d'ici 1 an et je pense que nous saurons trouver et former sur le site même du personnel local pendant l'année qui va s'écouler. En temps venu, ils sauront gérer les installations. Le chantier progresse, mais sa date de fin a déjà été repoussée à plusieurs reprises. Il devrait être complété entre 2013 et 2014. En attendant, Gaza continue de déverser, où elle le peut, des millions de mètres cubes d'eau usée, souvent dans la mer, principale source de revenus de ces pêcheurs qui plongent à quelques centaines de mètres d'une sortie d'égout. Ils sont à la recherche d'un maigre butin et dans des conditions hygiéniques souvent déplorables. L'ONU affirme que si la situation sanitaire de Gaza ne s'améliore pas rapidement, l'enclave palestinienne sera devenue invivable d'ici 2020. À cette date, il y aura plus de 2 millions de Gazaouis et leur consommation d'eau aura augmenté de 60%. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à tous ceux qui l'ont préparé. Merci à vous de nous rester fidèles. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne.